Bonjour Maître Divisio. Alors peut-être un petit mot sur ce que vous pensez du convoi de la liberté là, qui converge sur Paris depuis plusieurs heures déjà. Je pense que toutes les initiatives qui visent à faire société sont bonnes. Ce convoi de la liberté, c'est une autre manière de faire société. Ce sont des gens réunis par un intérêt commun, par une volonté commune, par une destinée commune, et qui entendent remettre l'état de droit au cœur de la cité, avec cette idée de la liberté qui est la règle et la police l'exception. On a traversé toutes les épreuves possibles depuis 2 ans. Là, on a changé le paradigme social. Et ben ces gens vous disent, on n'en veut pas. Le contrat social, le nouveau contrat social, je suis désolé, il faut être deux pour avoir un contrat. Et c'est une manière de rappeler qu'on veut pas. Et justement, vous parlez du contrat social. Gabriel Attal a expliqué là, récemment qu'il comptait changer les termes du contrat social, entre guillemets, enfin le redéfinir en faisant passer les devoirs avant les droits. Qu'est-ce que ça vous inspire? Vers quel type de société on se dirige? Ce que ça m'inspire d'abord, c'est que Gabriel Attal n'a pas le droit de faire ça. Ce qui définit une tyrannie, c'est quand à un moment donné, vous pensez que par le jeu de l'élection, alors j'entends, hier j'étais sur CNews avec Jérôme Dubus de La République En Marche qui disait mais c'est l'élection qui va le faire. Non mais attendez, l'élection elle n'a pas le pouvoir de changer la Constitution. Le contrat social, il est celui qui est inscrit au fronton de tout, j'ai envie de dire, nos immeubles quelque part, en ce que c'est gravé dans le marbre. Le contrat social, il est ce qui fonde la cité. Il n'appartient pas à un gouvernement de le changer, parce que quand il le fait, du coup, il fait basculer l'état de droit en tyrannie. Alors ça, je veux dire, je suis désolé, mais Gabriel Attal vient de définir la tyrannie parfaitement. Lorsque il dit, moi, si je suis élu, je change le contrat social, chérie, tu peux pas faire ça. T'as pas le droit de faire ça. Je veux dire, c'est à un moment donné, tu peux pas, parce que ça, c'est la Déclaration des droits de l'homme qui fixe le contrat social. Il est consubstantiel à la forme de l'État. Si tu veux changer la forme de l'État, tu peux. Mais dans ces cas-là, tu passes par le Congrès à Versailles et on recommence tout, quoi. On revoit la 1789, tu balances la Déclaration des droits de l'homme à la poubelle, tu fais ce que tu veux, mais en Congrès à Versailles. Donc on change la Constitution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons une espèce de un plénipotentiaire qui est Emmanuel Macron, qui décide lui-même que s'il est élu, il changera le contrat social. Et que donc, voter pour lui, c'est changer le contrat social. Mais, il n'a pas le droit, mais deux, au moins c'est clair. Au moins c'est clair. Donc celui qui aujourd'hui vote pour Emmanuel Macron, sait que Emmanuel Macron propose d'instaurer une tyrannie. Comme ça, c'est réglé. Au moins on est prévenu. Emmanuel Macron vous dit, si je suis réélu, j'instaure une tyrannie. Ok, d'accord. Très bien. Et il pense qu'effectivement, parce qu'il a supposé qu'il soit élu, le peuple de France va se laisser faire. C'est quand même mal le connaître. Et justement, on voit qu'il y a une multiplication d'une forme de colère sociale depuis. On a eu les Gilets jaunes en 2018, là ensuite on a les manifestations, le convoi de la liberté. Qu'est-ce que ça dit sur l'état de la société pour vous? Alors, ce que ça dit d'abord, c'est que nous avons une société qui est malade. Si vous voulez, moi je suis beaucoup amusé depuis quelques jours avec ce convoi de la liberté et journalistes, les uns les autres, disent mais on ne sait pas ce qu'ils veulent, on ne comprend pas, c'est pas clair. Du coup, hier, sur CNews, j'ai dit mais vous leur avez demandé? Et là, un peu surpris, il dit bah oui, ah bon? Comment? On leur a envoyé des journalistes, on leur a posé des questions. Ah ouais, donc t'as interrogé un mec 3 minutes sur 3 jours et ça suffit pour savoir ce qu'il veut. D'accord? Mais le problème de fond, c'est que vous avez affaire à un malade. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, la société est un peu dans l'état d'un malade qui a mal partout et qui se présente chez le médecin. Il dit docteur, j'ai mal partout. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Je me sens mal. On a une société qui se sent mal. Et vous avez affaire à un médecin qui, plutôt que de l'écouter, dit attendez, expliquez-moi un peu là, quel est le problème. Il dit tu sais quoi? Je vais t'envoyer les flics parce que finalement ta douleur elle est pas vraie, je comprends rien. Et puis tu viens m'agresser dans mon cabinet. L'État finalement n'a pas compris que son rôle. Tu vois, il se passe un truc assez intéressant dans cette crise. C'est qu'au fond, Emmanuel Macron n'a pas compris que la souveraineté, elle est populaire. Et je reviens au contrat social, c'est le même débat. Il n'a pas compris qu'en réalité, il n'est là que par délégation. Et c'est un mandat qu'il a. Et dès lors qu'il a un mandat, il faut qu'il rende compte du mandat qui est le sien. Et ça lui échappe. En fait, ce qui distingue le tyran du démocrate, c'est que le démocrate a conscience que finalement, il n'a le pouvoir que par délégation. Et que donc, il faut toujours s'assurer qu'on est à la bonne place au bon moment. Lui, il s'en fout complètement. Mais cela étant, sur les convois de la liberté et sur les revendications, il y a un court risque. Je comprends bien cette colère sociale qui s'exprime. Et je comprends bien ce ras-le-bol sur les prix, sur tout ce qu'on veut. Et c'est respectable. Simplement, attention. Parce que ça existait avant, ça existera après. Aujourd'hui, on a un problème duquel découlent les autres. C'est ce passe vaccinal. Parce que ce passe vaccinal, il nous fait changer de civilisation. Donc attention à pas, si vous voulez, à un moment donné, faire du passe vaccinal un accessoire, alors qu'il devrait être le principal. Or, je commence à lire, ça et là, dans ces convois,
que finalement il y a une espèce de revendication un peu générale, ce mal-être que je disais, alors qu'aujourd'hui le mal-être il est identifiable. Je n'ai pas mal partout, j'ai mal à ma démocratie. J'ai mal à mon état de droit. C'est très clair en fait comme douleur. Commençons par régler celle-là, parce que celle-là va nous conduire à la mort, et après on pourra régler les autres. Mais si on met tout sur le même plan, j'ai peur qu'à la fin on règle rien. Et alors justement sur le pass vaccinal, le gouvernement a laissé entendre une possible levée du pass au printemps, là, fin mars, début avril. Qu'est-ce que vous en pensez et comment on peut comprendre ce terme de levée? Est-ce que ce serait provisoire avant les élections? Ben, si vous voulez, il faut se poser la question différemment. C'est quel degré de confiance on a dans ce gouvernement? Une fois que vous avez répondu à la question du degré de confiance, vous avez répondu à la question de savoir ce qu'on pense de sa position sur la levée du pass. On ne peut pas avoir confiance dans ce gouvernement. Les choses sont très claires. Aujourd'hui, on a appris quoi finalement à travers la commission d'enquête sénatoriale? On a appris que ce pays était dirigé par des cabinets privés. Donc, s'il plaît au cabinet privé de lever le pass sera levé. Et s'il plaît au cabinet privé de remettre le pass sera remis. Tandis que vous aurez entendu Olivier Véran vous expliquer que la 4e dose est possible à l'automne. Et si les gens ne la font pas, il se passera quoi? Et par exemple, vous avez ça et là quelques préfets encore qui s'amusent à interdire des manifs, là interdire des réunions, même politiques, au motif que le taux d'incidence serait trop élevé. Le droit, c'est terminé. Je veux dire, avec ce pass vaccinal, et c'est là où c'est là le message au convoi de la liberté, c'est ne vous trompez pas. Là, le droit, c'est fini. Donc il faut commencer par combattre puissamment ce qui se passe ici. Là, à travers ce convoi, à travers ce pass, il faut effectivement faire les bons choix électoraux. Vous savez, on a dit à un moment donné, tout sauf Le Pen. Ça a été le grand mot d'ordre des années 80, 90. Aujourd'hui, j'aurais presque envie de dire tout sauf Macron et Pécresse. Mais ça a pu faire beaucoup de monde, je le reconnais. Mais à un moment, le problème de fond, si vous voulez, c'est que ce pass vaccinal, on voit bien que c'est un levier politique. C'était évident. Alors, petite histoire quand même. En Italie, il est levé à la même date. C'est quand même curieux, quoi. Si vous voulez, personne ne s'y trompe plus. Il n'y a que les imbéciles qui s'y trompent encore. Il y a les imbéciles ou les aveugles, et parfois les deux, mais qui s'y trompent encore. Mais concrètement, on a tous compris depuis maintenant, ça y est. L'avantage du truc, là, c'est que maintenant, on sait que c'est plus sanitaire. Avant, quand on le disait, on était complotiste. Maintenant, lui-même le reconnaît. Parce que Gabriel Attal vous a dit hier, la situation à l'hôpital s'améliorera. Donc maintenant, il a même des pouvoirs prophétiques, en fait. Donc si vous voulez, ça y est, la boucle est bouclée. On sait tous, parce qu'au passage, je termine, mais au passage, comme sur un point, la situation est bonne à l'hôpital. Sauf qu'on a 1000 patients de plus en soins critiques que l'année dernière, quand même, à la même époque. Donc, pour une situation... Alors, donc on a plus de patients que l'année dernière, mais il paraît que la situation est bonne. Pas grave. Et est-ce que vous pensez que ce type de dispositif pourrait donner lieu à l'avenir à d'autres dispositifs inspirés du pass, mais qui s'appliqueraient à d'autres sphères que la sphère sanitaire? Bah, pourquoi vous pensez qu'il veut réformer le contrat social? Alors ça, il faut reprendre un article du journal Le Monde de début de 2019, avant la crise du Covid. Il y avait un article extrêmement intéressant sur le crédit social à la chinoise. C'est quoi le crédit social? Comment l'article, plein de pages dans Le Monde, comment le monde décrivait le crédit social à la chinoise? Je vous le donne en mille. Une société dans laquelle les devoirs passent avant les droits. Et donc, bon, 1 an et demi plus tard, on s'est tous transformés en chinois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'est à un moment donné, on en est exactement là. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, évidemment, là, vous avez vu que les jeunes avec Macron, alors ça, c'est un truc qui m'a... Bref. Les jeunes avec Macron. Ça, c'est un truc que ça reste un mystère à part entière pour moi, mais bref. Vous avez vu, ils pensent au pass écologique. Or, on sait tous que les jeunes avec Macron, c'est des ballons d'essai. Que, en fait, c'est les cons utiles. Et que concrètement, effectivement, ils sont envoyés là pour tester, pour faire quelques ballons d'essai. Bien sûr que nous allons entrer dans une société de passe. Mais je me permets de vous dire un truc. J'ai réalisé un truc cette semaine. C'est qu'on est déjà dans une société de passe. En témoigne le nombre de points sur mon permis qui me reste. Où en fait, on est capable de me coller 3 radars à 500 mètres avec 3 vitesses différentes. Si ça, c'est pas déjà... Et ajouter à ça la vignette critère pour entrer dans Paris, vous êtes déjà dans une société. Et ça avait posé problème à personne. C'est intéressant quand on relit l'histoire, où on s'aperçoit que ces mesures du permis à points, de la vignette critère, ça n'a pas levé les foules. Mais pourtant, c'est déjà l'amorce de quelque chose qui s'accomplit
dans le pass vaccinal et qui s'achèvera dans le pass écologique. Alors, vous avez dit que l'état de droit n'existait plus. Est-ce que vous avez encore des motifs d'espérance? Ah ben, alors attention, là vous engagez sur un débat dangereux. Si vous me demandez si j'ai des motifs d'espoir, je vous en donnerai quelques-uns. Si vous me demandez si j'ai des motifs d'espérance, je vais vous répondre que j'en ai un, c'est le Christ. Voilà, alors moi je suis très clair, je fais la distinction entre les deux. Hein. Mais les motifs d'espoir, oui, j'en ai quelques. En tout cas, d'espoir, d'espérance, j'en ai, vous avez compris. Mais d'espoir, j'en ai quelques-uns sur le plan humain, sur le plan social. Déjà parce que, regardez le nombre de Français qui ne veulent pas faire la 3e dose. Je crois que ça y est, le message commence à passer là. Regardez le fait que la vaccination des 5-11 ans rame. Ça y est, ça commence à passer là. Ça commence à. Voilà. Et regardez le fait qu'on a une chute vertigineuse du chiffre d'affaires des commerces, des restaurants soumis au pass. Bah, vous comprenez que finalement, ça commence à rentrer là. Ça y est. Regardez le convoi de la liberté, c'est aussi un motif d'espoir. Et puis les motifs d'espoir, c'est que, si vous voulez, maintenant que en fin mars, début avril, quand ça ce sera fini, bah faudra construire une autre société. Et il faut s'y préparer maintenant. Il faut que toutes les forces intellectuelles, finalement, du pays qui ont résisté, commencent à dessiner l'horizon, non même pas celui-là, mais l'horizon 5 ans. Parce que la bataille, elle se joue à 5 ans. Cette élection présidentielle-là, on nous l'a volée. Ok, c'est pas grave. Mais maintenant, il va falloir apprendre à résister durant les 5 prochaines années et du coup avoir un vrai projet de société à horizon 5 ans pour pouvoir peser dans le débat public. Et vous comptez toujours justement participer politiquement à ces 5 prochaines années en vous engageant dans une circonscription? Absolument. Moi, je me présente aux législatives dans 93, dans ce département qui concentre toutes les attentions depuis quelques semaines là, et où on voit bien qu'il y a des problèmes. Quand vous voyez qu'Éric Zemmour et le problème qu'il y a eu à Villepinte, parce qu'en plus c'est ma circo, quand vous voyez les problèmes qu'il y a eu à Villepinte, quand vous avez vu la candidate France Insoumise, enfin la candidate, mais l'élue France Insoumise, qui vous explique de la circonscription, Clémentine Autain, que Éric Zemmour n'était pas le bienvenu. Moi, je ne partage pas spécialement les opinions d'Éric Zemmour sur plein de points, mais il est parfaitement le bienvenu dans toutes les circonscriptions de France parce qu'il est chez lui. C'est-à-dire, qui sommes-nous maintenant? Qui sont ces élus? La France Insoumise, hein, la France Insoumise qui est partie de l'opposition, vient effectivement dénier à Éric Zemmour le droit de tenir meeting dans sa circonscription. À quel moment on lui répète qu'elle n'est pas à elle, qu'elle n'est pas propriétaire? À quel moment est-ce qu'on lui rappelle à Clémentine Autain que finalement la circonscription c'est un découpage administratif et qu'elle n'a pas pris possession comme un souverain de sa circonscription? Et si vous voulez, ce département, il a plein de problèmes. Il a un département où on a un problème avec les taux d'hospitalisation, c'est-à-dire qu'on n'a pas hospitalisé certaines personnes qu'il fallait à un moment donné, parce que dans cette crise, tout simplement parce qu'on n'a plus de place à l'hôpital. On ferme quand même les hôpitaux, des gens Verdier à Bondy en train de fermer, on a des problèmes à l'hôpital Robert Ballanger, on a des problèmes partout. Alors évidemment, il y a les problèmes que pose l'immigration, ça c'est vrai, et qui vont devoir peser dans ce débat, mais je note que le 93 est un département où on est le moins vacciné de France. Ce qui, pour le coup, constitue une mauvaise nouvelle pour beaucoup, et pour moi, un sérieux motif, voilà, une bonne raison de m'y présenter, j'ai envie de dire. On est dans le département le moins con de France. C'est pas inintéressant comme quand on regarde. Mais c'est ça ou la Corse. Mais du coup, non, c'est évidemment que je compte peser dans le débat public à la mesure qui est la mienne. Je compte effectivement éveiller les consciences comme a pu le faire à l'Assemblée un Nicolas Dupont-Aignan, comme aura pu le faire une Martine Bonner à certains égards. L'idée, elle est vraiment de peser dans le débat. Merci beaucoup, Maître Divisio.